disait d'elle qu'elle avait perdu la raison, qu'aucune femme respectable n'élèverait jamais une enfant d'une tribu ennemie, surtout une petite trouvée après une escarmouche sanglante. Mais ce qui la poussait à tenir bon n'était pas seulement de l'entêtement, c'était un geste inattendu de la fillette. Et lorsque l'enfant prononça enfin son premier mot, même les critiques les plus acerbes en restèrent muets. Le vent glacial de l'hiver balayait les plaines du territoire, charriant poussière et désespoir avec une égale violence. Mathilde Dubois se tenait sur la galerie de sa modeste ferme, plissant les yeux vers l'horizon où s'amoncelaient de sombres nuages. Cela faisait 3 ans qu'elle avait perdu son mari, emporté par la phtisie, la laissant seule sur leur terre isolée, à 15 kilomètres de Sainte-Croix. « Encore une tempête qui s'annonce », murmura-t-elle pour elle-même, resserrant son châle autour de ses épaules. À 42 ans, le visage de Mathilde portait les marques indélébiles du chagrin et d'une volonté de fer. Ses cheveux auburn, autrefois éclatants, étaient désormais striés de mèches grises qu'elle ne cherchait nullement à dissimuler. Le bruit sourd de sabots approchant attira son attention. Le capitaine Roche apparut, l'expression grave, comme à chacune de ses visites sur les terres de Mathilde. « Le bonjour, Madame Dubois », lança-t-il en soulevant légèrement son képi. « Capitaine », répondit Mathilde d'un signe de tête sec. Leur rapport s'était tendu depuis le décès de son époux. Beaucoup au village pensaient qu'une femme n'avait rien à faire seule à la tête d'une exploitation. « Je suis venu vous prévenir. L'armée a eu un accrochage avec un groupe d'Algonquins à 30 km au sud. Des traînards pourraient remonter par ici. » La mâchoire de Mathilde se crispa. « Je vous remercie de l'avertissement, mais je sais me défendre. » Le gendarme mit pied à terre en secouant la tête. « Il ne s'agit pas de votre entêtement, Mathilde. C'est dangereux par ici pour une femme seule. C'est dangereux depuis 3 ans, capitaine, et pourtant, je suis toujours là. » Avant qu'ils ne puissent répliquer, un son lointain capta leur attention, un pleur d'enfant porté par le vent. Mathilde s'élança avant même de réfléchir, marchant vers la source du bruit avec détermination. « Mathilde, attendez !» cria le capitaine Roche, mais elle l'ignora. Au-delà de la lisière de sa propriété, Mathilde découvrit l'origine des cris. Une petite fille, pas plus haute que 4 ans, recroquevillée contre le corps d'une femme. Même de loin, Mathilde vit que la mère était au-delà de tout secours, le sang maculant la terre sous elle. L'enfant leva des yeux terrifiés, son petit corps tremblant de tous ses membres. Mathilde s'approcha lentement, les mains ouvertes pour montrer qu'elle ne voulait aucun mal. « Tout va bien », dit-elle doucement, sachant que la fillette ne comprendrait pas ses mots, mais espérant que le ton l'apaiserait. Le capitaine la rejoignit, la main glissant instinctivement vers son étui en voyant l'enfant. « Une sauvage », murmura-t-il, comme si ce seul mot expliquait tout. « C'est une enfant, capitaine », trancha Mathilde en s'agenouillant près d'elle. « Une orpheline terrifiée. Sa place est dans la réserve. Je l'emmènerai au fort royal demain. » Mathilde étudia le visage barbouillé de larmes, notant l'intelligence derrière la peur. Quelque chose en elle, endormie depuis la mort de son mari, s'éveilla soudainement. « Non, dit Mathilde, c'est décidé, elle reste avec moi. »« Avez-vous perdu l'esprit ?» balbutia Roche. « C'est une enfant de leur sang. Son peuple a tué 3 colons le mois dernier. »« Et combien des leurs avons-nous tués ?» riposta Mathilde en soulevant délicatement la petite. L'enfant résista d'abord, puis s'effondra contre la poitrine de Mathilde, l'épuisement l'emportant sur la peur. « Le village ne tolérera pas ça, prévint-il. Alors le village viendra me le dire en face. » Mathilde se tourna vers sa maison. Le poids de l'enfant était surprenant de légèreté. « Le corps de sa mère mérite une sépulture décente. M'aiderez-vous au moins pour cela ?» Le capitaine parut hésiter, puis hocha finalement la tête. « Je m'en occuperai. Mais Mathilde, vous commettez une erreur qui pourrait vous coûter tout ce que vous avez. »« Ce ne serait pas la première fois qu'on pense cela de moi, » répondit-elle en reprenant le chemin de la maison. Ce soir-là, après avoir baigné l'enfant silencieuse et l'avoir vêtue d'une vieille chemise de nuit qui flottait autour de sa frêle silhouette, Mathilde s'assit près du feu, observant la petite qui l'observait en retour. Aucune ne parlait, mais un lien invisible se tissait entre elles. « Je suppose qu'il te faut un nom, » dit finalement Mathilde. « Du moins, un que je puisse utiliser jusqu'à ce que tu me dises le tien. » Les yeux sombres de la fillette reflétaient les flammes dansantes.
Espérance, décida Mathilde. Je t'appellerai Espérance. Dehors, l'orage éclata enfin, la pluie fouettant les carreaux comme si la nature elle-même contestait la décision de Mathilde. Mais à l'intérieur, pour la première fois depuis des années, Mathilde sentit la braise chaleureuse d'un but se ranimer dans sa poitrine. « Repose-toi maintenant », chuchota-t-elle à l'enfant déjà endormi. « Demain apportera son lot de soucis. » En se préparant à se coucher, Mathilde savait que le capitaine avait raison sur un point. Le village n'accepterait pas sa décision facilement. Sainte-Croix, en cette fin de siècle, avait peu de tolérance pour ceux qui défiaient les conventions, surtout lorsqu'il s'agissait de relations avec les tribus. Mais Mathilde Dubois avait cessé de se soucier de l'approbation des autres depuis bien longtemps. L'enfant remua dans son sommeil, murmurant des mots dans une langue que Mathilde ne comprenait pas. Doucement, elle posa une main sur le front de la petite, sentant une légère fièvre. « Nous leur ferons face ensemble, ma petite », promit-elle doucement, se demandant si elle n'avait pas effectivement perdu la raison. La nouvelle concernant Mathilde Dubois et l'enfant autochtone se répandit comme une traînée de poudre à travers Sainte-Croix. Vers midi, Mathilde sentait les regards peser sur elle alors qu'elle guidait sa carriole dans la rue principale. Espérance était assise, rigide, à ses côtés, les yeux écarquillés d'appréhension. « Juste des vivres et du matériel », assura Mathilde, bien qu'elle sût que l'enfant ne la comprenait pas. « Ensuite, on rentre directement. » Devant l'épicerie générale, un petit groupe d'hommes s'était formé. Mathilde reconnut Jacques Tremblay, dont le frère avait péri lors d'un raid l'été précédent. « Messieurs », salua Mathilde avec une décontraction forcée en descendant de la carriole avant d'aider Espérance. « C'est la sauvage que vous avez recueillie » demanda Tremblay, la voix forte pour être entendue de tous. Mathilde posa une main protectrice sur l'épaule d'Espérance. « C'est une enfant qui a perdu sa mère, monsieur Tremblay. Rien de plus, rien de moins. »« Les siens ont tué mon frère, » dit Tremblay en s'avançant. « Ils ont fait de sa femme une veuve et de ses enfants des orphelins. »« Je suis navré pour votre perte, » répondit Mathilde d'un ton égal. « Mais cet enfant n'a tué personne. » Le curé Bernard, qui observait l'échange depuis le trottoir de bois, s'approcha à pas mesurés. « Madame Dubois, peut-être pourrions-nous discuter de cette affaire après la messe de dimanche. Il y a des inquiétudes. »« Je suis sûr qu'il y en a, mon père, » coupa Mathilde. « Mais je ne suis pas venue chercher conseil aujourd'hui, juste des provisions. » Espérance se pressa contre les jupes de Mathilde, sentant l'hostilité ambiante. Mathilde la poussa doucement vers l'intérieur du magasin, consciente des murmures qui les suivaient. À l'intérieur, Madame Lefebvre les observait avec une méfiance non dissimulée, son sourire commercial habituel volatilisé. « Juste l'essentiel aujourd'hui, Hélène, » dit Mathilde, ignorant l'expression de la commerçante. « Vous savez ce que les gens racontent, n'est-ce pas ?» demanda Madame Lefebvre en se penchant par-dessus le comptoir. « Que le chagrin vous a fait perdre la tête ? D'abord le refus de vendre la ferme après la mort de Thomas, et maintenant, ça ?» Mathilde continuait de choisir des articles sur les étagères. « Et qu'en pensez-vous, Hélène ?»« Je pense, » dit la commerçante avec prudence, « que le deuil altère parfois le jugement. » Espérance s'était éloignée vers un présentoir de tissu coloré, sa petite main se tendant pour toucher une cotonnade rouge vif. Mathilde vit Madame Lefebvre se tendre, comme si elle s'attendait à ce que l'enfant vole ou abîme la marchandise. « Nous prendrons aussi 2 mètres de ce tissu rouge, » décida Mathilde impulsivement. « L'enfant a besoin de vêtements convenables. » Les lèvres de Madame Lefebvre se pincèrent en une ligne fine, alors qu'elle coupait le tissu. « Ça fera 4 piastres et 75 sous au total. » Mathilde compta l'argent, consciente que le montant dépassait l'habituel. L'augmentation des prix n'était que le cadet de ses soucis. Alors qu'elle chargeait les provisions, le capitaine Roche s'approcha à cheval. « Mathilde » appela-t-il en mettant pied à terre. « Un mot ?» Mathilde soupira. « Quoi encore, capitaine ? » « L'armée pose des questions sur la femme que nous avons enterrée. Le lieutenant Valois chevauchera jusqu'à chez vous demain. » Mathilde sentit un frisson malgré la chaleur du jour. « Que veulent-ils ? » ?»« Des renseignements, disent-ils. Mais Mathilde, » il baissa la voix, « il court le bruit que la gamine serait liée à la bande du chef Mambertou. Si c'est vrai... » Espérance leva la tête à la mention de Mambertou, une lueur de reconnaissance dans le regard. « Elle reste avec moi, » déclara fermement Mathilde.
Le capitaine secoua la tête. Vous nagez à contre-courant, Mathilde. Tôt ou tard, le courant vous emportera. Alors je coulerai debout, répliqua-t-elle en aidant Espérance à monter dans la carriole. Le chemin du retour se fit en silence, Espérance jetant parfois un coup d'œil à Mathilde comme si elle essayait de résoudre une énigme. En arrivant à la ferme, Mathilde fut surprise de trouver le docteur Samuel Legrand qui l'attendait sous le porche. « Samuel » le salua-t-elle, sincèrement heureuse de voir le vieux médecin qui avait été l'ami de son mari. « Qu'est-ce qui vous amène si loin ?»« Les nouvelles vont vite, dit-il en l'aidant à descendre. Je me suis dit que j'allais voir comment vous alliez et rencontrer cet enfant dont on parle tant. » Espérance resta dans la carriole, observant le docteur Legrand avec méfiance. « Tout va bien, l'encouragea Mathilde. Le docteur est un ami. » À l'intérieur, après avoir installé Espérance avec quelques cubes en bois que Thomas avait sculptés jadis pour des enfants qu'il n'avait jamais eus, Mathilde et le docteur Legrand parlèrent à voix basse. « Vous avez donné un coup de pied dans la fourmilière, Mathilde, dit-il en acceptant une tasse de café. On dirait bien. L'enfant semble en assez bonne santé, bien que j'aimerais l'examiner correctement. » Mathilde acquiesça. Elle a eu un peu de fièvre hier soir, mais c'est passé. Le docteur Legrand étudia Mathilde par-dessus ses lunettes. Ce n'est pas la santé de l'enfant qui m'inquiète le plus. La garder, c'est dangereux, Mathilde. Pas seulement à cause des villageois. Si les siens viennent la chercher, sa mère est morte. Samuel, je n'ai trouvé aucune trace des autres. Ces tribus n'abandonnent pas leurs enfants, dit-il doucement. Si elle appartient au clan de Membertou comme les gens le suggèrent, ils viendront pour elle. Mathilde regarda Espérance qui alignait les cubes avec une précision méticuleuse. Et s'ils viennent, alors vous aurez un choix à faire, dit le docteur Legrand, la voix lourde d'inquiétude. Un choix qui pourrait avoir de graves conséquences, d'une manière ou d'une autre. Plus tard, alors que Mathilde préparait un ragoût simple pour le dîner, elle surprit Espérance en train de fixer le vieux violon de son père accroché au mur. « C'était à Thomas », expliqua Mathilde en le décrochant. « Mon mari. Il jouait tous les soirs. » Sur une impulsion, elle fit glisser l'archet sur les cordes. Le son fit écarquiller les yeux d'Espérance, un petit sourire apparaissant pour la première fois depuis que Mathilde l'avait trouvé. « Tu aimes la musique ?» demanda Mathilde en jouant un air simple. Espérance se rapprocha, fascinée par l'instrument. Pour un instant, le poids des rencontres de la journée s'envola, tandis que Mathilde jouait et que l'enfant écoutait, leur appréciation commune de la mélodie créant un pont entre leurs deux mondes. Cette nuit-là, alors qu'un loup hurlait au loin, Mathilde resta éveillée, se demandant de quoi demain serait fait. Le lieutenant Jacques Valois arriva précisément à 10 heures le lendemain matin, son uniforme bleu impeccable malgré la poussière du chemin. 2 soldats l'accompagnaient, restant en selle tandis que le lieutenant descendait à la barrière de Mathilde. « Madame Dubois » salua-t-il d'un signe de tête rigide. « Je crois comprendre que vous avez recueilli une enfant indigène. » Mathilde se tenait sur son porche, Espérance partiellement cachée derrière ses jupes. « C'est exact, lieutenant, elle s'appelle Espérance. »« Ce n'est pas son nom, dit Valois avec dédain, et je dois lui poser quelques questions. »« Elle ne parle pas français, répondit Mathilde, et elle est traumatisée. Je doute qu'elle vous dise quoi que ce soit. » Le visage de Valois se durcit. « Madame, nous avons des raisons de croire que cet enfant pourrait être lié à la bande de Membertou. Ils ont pillé 3 établissements le mois dernier. Elle a 4 ans, lieutenant. C'est difficilement une menace pour la sécurité nationale. Néanmoins, insista-t-il, j'ai mes ordres. » Mathilde s'écarta à contre-cœur, laissant entrer Valois. Espérance se pressa contre le mur, les yeux fixés sur l'uniforme du lieutenant. Valois s'accroupit, étudiant l'enfant. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, la voix marginalement plus douce. Espérance resta silencieuse, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. « Demandez-lui où sont campés les siens, ordonna Valois à Mathilde, comme si elle pouvait avoir plus de chance. « Je ne parle pas leur langue, lieutenant, lui rappela Mathilde. Et même si c'était le cas, je n'utiliserai pas une enfant pour guider des soldats vers son peuple. » Valois se releva, la mâchoire serrée. « Madame Dubois, ce n'est pas un jeu. Des vies sont en jeu. »« Oui, acquiesça Mathilde, y compris la sienne. » Le lieutenant fit les 100 pas dans la petite pièce, ses bottes résonnant lourdement sur le parquet. « L'armée pourrait vous contraindre à remettre l'enfant à notre garde. »« Sur quel fondement ?» défia Mathilde. « Pour sa propre protection, si ce n'est rien d'autre.
Une enfant sauvage vivant avec une femme blanche, ce n'est pas naturel. Ce n'est sûr pour aucune de vous. Mathilde rit sans humour. Et elle serait plus en sécurité au Fort Royal, parmi des soldats qui haïssent son peuple. L'expression de Valois révéla qu'il n'avait pas envisagé cette perspective. Il y a des agents des affaires indiennes qui l'enverraient dans une réserve où elle ne connaît personne, finit Mathilde pour lui. Elle reste avec moi, lieutenant. Avant que Valois ne puisse répondre, Espérance les surprit tous deux en parlant, non pas en français, mais dans sa langue natale, un flot de mots dirigés vers le lieutenant avec une force inattendue pour une si petite enfant. Valois fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?»« Je vous ai dit que je ne parlais pas sa langue, répondit Mathilde, bien qu'elle se doutât, au ton d'Espérance, que les mots n'étaient pas amicaux. Nous reviendrons demain, dit finalement Valois, avec quelqu'un qui pourra traduire. En attendant, Madame Dubois, je vous suggère fortement de reconsidérer votre position. » Après le départ des soldats, Mathilde trouva Espérance assise en tailleur devant la petite étagère où Mathilde gardait ses quelques livres. L'enfant tournait précautionneusement les pages d'une Bible illustrée, étudiant les gravures avec une concentration intense. « Tu es pleine de surprises, n'est-ce pas ?» dit Mathilde en s'asseyant près d'elle. Espérance leva les yeux, puis pointa une illustration de Moïse dans les joncs. « C'est Moïse, expliqua Mathilde, sachant que la fillette ne pouvait comprendre. Sa mère l'a mis dans un panier pour lui sauver la vie. » Espérance traça le visage du bébé du doigt, puis regarda Mathilde avec une expression qui semblait trop sage pour son âge. « Oui, chuchota Mathilde, comprenant soudain. Je suppose que nous avons quelque chose en commun avec cette histoire. » Cet après-midi-là, le docteur Legrand revint comme promis, apportant avec lui une petite poupée de chiffon qui avait appartenu à sa petite fille. « J'ai pensé que cela pourrait lui plaire, dit-il en tendant le jouet à Espérance, qu'il accepta avec une dignité solennelle. Tandis qu'il examinait l'enfant, le médecin s'adressa à Mathilde à voix basse. « Sommes-nous vraiment sérieux à ce propos, Mathilde ? Le lieutenant Valois a fait mander un interprète du Fort Royal. »« Je m'y attendais, » répondit Mathilde, observant Espérance se laisser ausculter les oreilles et la gorge sans la moindre protestation. « Elle est remarquablement saine, prononça-t-il. Un peu sous-alimentée, mais rien qu'une bonne nourriture ne puisse arranger. »« Samuel, » hésita Mathilde, « si l'armée essaie de me la prendre. » Le vieux médecin soupira. « Je n'ai pas ce genre d'influence, Mathilde, mais je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. Le juge Mercier est un vieil ami, et il ne porte pas dans son cœur les méthodes brutales de l'armée envers les tribus. Interviendrait-il pour une enfant ? C'est possible, je lui parlerai. » Le docteur Legrand referma sa trousse médicale. En attendant, essayez de lui apprendre quelques mots de français. Cela pourrait aider sa cause si elle parvenait à communiquer. Après le départ du médecin, Mathilde emmena Espérance dehors, vers le petit potager qu'elle entretenait avec soin. Elle pointa chaque plante du doigt, la nommant clairement. Tomates, maïs, haricots. Espérance observait, silencieuse mais attentive. Eau, poursuivit Mathilde en versant le contenu d'un seau au pied des plants. Soleil, poussée. À la surprise de Mathilde, Espérance pointa le ciel du doigt. Soleil, répéta-t-elle. Son accent était prononcé, mais le mot reconnaissable. Oui, s'exclama Mathilde, soleil, c'est très bien. Le visage d'Espérance demeura sérieux, mais une lueur de fierté passa dans ses yeux. Ce soir-là, alors qu'elles étaient assises près de l'âtre, Espérance offrit inopinément son premier mot spontané. Pointant les flammes, elle prononça un mot dans sa langue natale. Soudain, des bruits de sabots se firent entendre. Mathilde entr'ouvrit la porte avec précaution, sa carabine à la main. Le capitaine Roche lorgna l'arme mais ne fit aucun commentaire. « Tremblay et ses amis prévoient de venir ici ce soir. J'ai posté des adjoints pour les surveiller, mais je ne peux pas garantir qu'ils resteront en ville. » Un homme s'avança alors dans la lumière. Ses cheveux et sa barbe argentée lui conféraient une allure distinguée. « Madame Dubois, je suis le juge Guillaume Mercier. Le docteur Legrand m'a informé de votre situation. »« Entrez, » dit Mathilde, abaissant le canon de son fusil tout en le gardant à portée de main. Une fois à l'intérieur, elle appela doucement Espérance, qui émergea lentement de sa cachette, serrant contre elle la poupée de chiffon. Le juge Mercier considéra l'enfant avec un intérêt bienveillant. C'est donc cette jeune demoiselle qui cause tout ce tumulte. C'est juste une enfant qui a perdu sa mère,
répondit simplement Mathilde. En effet, malgré ses genoux vieillissants, le juge s'agenouilla pour se mettre à la hauteur d'Espérance. « Bonjour, petite. » À la surprise générale, Espérance fit un pas en avant et étudia intensément le visage du juge avant de prononcer un unique mot en français. « Bonjour. » Mathilde en eut le souffle coupé. Elle écoutait quand je lui enseignais des mots tout à l'heure, mais c'est la première fois qu'elle utilise celui-ci. Le docteur Legrand sourit. Les enfants absorbent le langage comme des éponges. Le capitaine Roche s'éclaircit la gorge. Tout cela est très touchant, mais ça ne règle pas notre problème immédiat. Tremblay a monté la tête à une demi-douzaine d'hommes. Ils boivent depuis midi. « Que proposez-vous, capitaine » demanda Mathilde. « Laissez-moi emmener l'enfant au Fort Royal ce soir, suggéra-t-il. Juste temporairement, le temps que les choses se calment. » Mathilde secoua la tête fermement. « Non. » « Madame Dubois, intervint le juge Mercier, je comprends votre instinct protecteur, mais l'inquiétude du capitaine est fondée. » Il leva la main pour arrêter la protestation de Mathilde. « Cependant, j'ai une autre suggestion. Ma maison en ville est vaste, et ma femme serait ravie d'avoir de la compagnie. Vous pourriez y séjourner toutes les deux jusqu'à ce que cette situation soit résolue légalement. » Mathilde hésita. « Et comment cela pourrait-il se résoudre légalement, votre honneur ? » « J'ai étudié des cas similaires, répondit-il. Il existe une jurisprudence pour la tutelle formelle d'enfants orphelins, quelle que soit leur race. Cela nécessiterait une audience, mais avec mon soutien et celui de membres respectés de la communauté comme le docteur Legrand, vous soutiendriez un tel arrangement ? Demanda Mathilde, surprise. Le juge Mercier opina du chef. J'ai longtemps cru que notre traitement des peuples indigènes était injuste. Les petits pas vers la compréhension entre nos peuples doivent commencer quelque part. Pourquoi pas avec une enfant ? Espérance avait observé cet échange avec attention. Elle tira alors sur la jupe de Mathilde et pointa le juge du doigt, prononçant quelque chose dans sa langue, suivi d'un mot français soigneusement articulé. « Ami ». Mathilde sentit les larmes lui piquer les yeux. « Oui, Espérance, ami ». La décision prise, Mathilde empaqueta rapidement l'essentiel pendant que les hommes montaient la garde à l'extérieur. Alors qu'elle rassemblait les maigres affaires d'Espérance, y compris la cotonnade rouge qu'elle avait commencé à transformer en robe, Mathilde ressentit à la fois soulagement et angoisse. Quitter la ferme, même temporairement, lui donnait l'impression d'abandonner la mémoire de Thomas. Pourtant, rester mettrait Espérance en danger. Au moment où il s'apprêtait à partir, des cavaliers apparurent à l'horizon. « C'est Tremblay, » dit le capitaine Roche d'un ton sinistre. « Il faut partir maintenant. » Ils se précipitèrent vers la carriole qui attendait, Mathilde serrant fort la main d'Espérance. Alors qu'ils s'éloignaient de la ferme, Mathilde distingua clairement les cavaliers qui approchaient. 6 hommes. Jacques Tremblay en tête, plusieurs portant des torches. « Ils comptent nous brûler, » chuchota-t-elle en serrant Espérance contre elle. Le capitaine acquiesça sombrement. « Je m'occupe d'eux. Foncez en ville avec le juge. » Tandis que leur attelage filait vers Sainte-Croix, Mathilde jeta un regard en arrière vers le seul foyer qu'elle avait connu depuis 15 ans, se demandant si elle le retrouverait intact à son retour. La demeure du juge Mercier s'avéra être une imposante bâtisse en pierre près du palais de justice. Son épouse, Éléonore, une femme au visage aimable et aux mains pragmatiques, les accueillit sans poser de questions, s'affairant immédiatement à préparer une chambre pour Mathilde et Espérance. « Cet enfant a besoin d'un bain », déclara-t-elle après les présentations, « et d'un vrai repas. Vous en avez besoin toutes les deux. » Plus tard dans la soirée, alors qu'Espérance dormait dans un vrai lit pour la première fois de sa vie peut-être, Mathilde s'assit avec les Mercier dans leur salon, racontant tout depuis le moment où elle avait trouvé l'enfant. « L'interprète de l'armée est attendu demain », l'informa le juge Mercier. « Le lieutenant Valois est déterminé à interroger la petite. »« Elle commence tout juste à me faire confiance », s'inquiéta Mathilde. « Un étranger qui l'interroge. »« Je serai présent », l'assura le juge. « En tant que tuteur légal temporaire, vous avez ce droit. »« Et qu'en est-il de Tremblay et de ses amis ?»« Le capitaine s'en chargera, » dit Mercier avec confiance. « Menacer une femme et une enfant, quelle que soit l'origine de l'enfant, reste un crime sur ce territoire. »« Que proposez-vous, capitaine ?» demanda Mathilde. « Laissez-moi emmener la petite au Fort Royal ce soir, » suggéra-t-il. « Juste temporairement, le temps que les esprits s'apaisent. » Mathilde secoua la tête avec fermeté. « Non.
Madame Dubois, intervint le juge Mercier, je comprends votre instinct protecteur, mais l'inquiétude du capitaine est légitime. Il leva une main apaisante pour devancer la protestation de Mathilde. Cependant, j'ai une autre suggestion. Ma demeure en ville est vaste, et mon épouse serait ravie d'avoir de la compagnie. Vous pourriez y séjourner toutes les deux jusqu'à ce que cette situation soit résolue légalement. Mathilde hésita un instant. Et comment cela pourrait-il se résoudre légalement, votre honneur ? J'ai étudié des cas similaires, répondit-il. Il existe une jurisprudence concernant la tutelle officielle des orphelins, sans distinction de race. Cela nécessiterait une audience, mais avec mon soutien et celui de membres respectés de la communauté, comme le docteur Legrand. Vous soutiendriez un tel arrangement ? Demanda Mathilde, surprise. Le juge Mercier acquiesça gravement. J'ai longtemps pensé que notre traitement des peuples autochtones était injuste. Les petits pas vers la compréhension entre nos deux mondes doivent bien commencer quelque part. Pourquoi pas avec une enfant ? Espérance, qui avait observé cet échange avec une attention soutenue, tira doucement sur la jupe de Mathilde. Elle pointa le juge du doigt, prononça quelques mots dans sa langue, suivi d'un mot français articulé avec soin. « Ami ». Mathilde sentit les larmes lui monter aux yeux. « Oui, Espérance, ami ». La décision prise, Mathilde rassembla quelques affaires à la hâte pendant que les hommes montaient la garde à l'extérieur. En réunissant les maigres possessions d'Espérance, y compris la cotonnade rouge qu'elle avait commencé à transformer en robe, Mathilde ressentit un mélange de soulagement et d'angoisse. Quitter la ferme, même pour peu de temps, lui donnait l'impression d'abandonner la mémoire de Thomas. Pourtant, rester mettrait l'enfant en danger. Au moment où il s'apprêtait à partir, des silhouettes de cavaliers se dessinèrent à l'horizon. « C'est Tremblay », dit le capitaine Roche d'un ton lugubre. « Nous devons partir, maintenant. » Ils se précipitèrent vers la carriole. Mathilde serrait fort la main d'Espérance. Alors qu'ils s'éloignaient de la ferme au grand galop, Mathilde distingua clairement les cavaliers qui approchaient, 6 hommes. Jacques Tremblay menait la troupe et plusieurs portaient des torches enflammées. « Ils comptaient nous brûler vifs », murmura-t-elle en pressant Espérance contre elle. Le capitaine hocha la tête, le visage fermé. « Je m'occupe d'eux, foncez en ville avec le juge. » Tandis que leur attelage filait vers Sainte-Croix, Mathilde jeta un dernier regard en arrière vers le seul foyer qu'elle avait connu depuis 15 ans, se demandant si elle retrouverait autre chose que des cendres à son retour. La résidence du juge Mercier était une imposante bâtisse en pierre de taille située près du palais de justice. Son épouse, Éléonore, une femme au visage bienveillant et aux mains pragmatiques, les accueillit sans poser de questions, s'affairant immédiatement à préparer une chambre pour Mathilde et la petite. « Cet enfant a besoin d'un bain », déclara-t-elle après les présentations d'usage, « et d'un repas chaud. Vous en avez besoin toutes les deux. » Plus tard dans la soirée, alors qu'Espérance dormait dans un vrai lit, peut-être pour la première fois de sa vie, Mathilde s'assit avec les Mercier dans leur salon, relatant les événements depuis le moment où elle avait découvert l'enfant. « L'interprète de l'armée est attendu demain », l'informa le juge Mercier. « Le lieutenant Valois est déterminé à interroger la petite. » « Elle commence à peine à me faire confiance, » s'inquiéta Mathilde. « Un étranger qui l'interroge ?»« Je serai présent, » l'assura le juge. « En tant que tuteur légal temporaire, vous avez ce droit. »« Et qu'en est-il de Tremblay et de sa bande ?»« Le capitaine s'en chargera, » dit Mercier avec assurance. « Menacer une femme et une enfant, quelles que soient les origines de l'enfant, reste un crime sur ce territoire. » Le lendemain matin, le capitaine Roche arriva avec des nouvelles. Tremblay et ses hommes ne vous ont pas trouvé. Alors ils ont mis le feu à votre grange. Je suis désolé, Mathilde. Mathilde ferma les yeux un instant, encaissant le coup. La maison ? Intacte. Mes adjoints sont arrivés à temps pour empêcher que le feu ne se propage. Mathilde acquiesça, acceptant la nouvelle avec résignation. C'est toujours mieux que l'alternative. Et Tremblay ? Ils se morfondent dans une de mes cellules avec 2 autres comparses. Les autres se sont éparpillés à notre arrivée. En milieu de matinée, le lieutenant Valois se présenta, accompagné d'un vieil homme autochtone présenté sous le nom de Jean Plume Rouge, un éclaireur servant d'interprète. Espérance se raidit à la vue de Plume Rouge. Puis, de manière inattendue, elle éclata en un flot de paroles rapides dans sa langue natale, pointant Mathilde du doigt à plusieurs reprises. Plume Rouge écouta, son visage buriné demeurant impassible.
Lorsqu'Espérance eut fini, il se tourna vers le lieutenant Valois. L'enfant dit que cette femme l'a sauvé quand sa mère a été tuée par les soldats aux yeux clairs. Elle dit que la femme a été bonne et qu'elle lui apprend de nouveaux mots. Valois fronça les sourcils. Demandez-lui d'où elle vient, où est son père, sa tribu. Plume Rouge échangea de nouveau avec Espérance, une conversation cette fois plus longue et plus mesurée. Son père a été tué il y a 2 étés, traduisit-il. Sa mère l'a emmené loin de leur groupe à cause des conflits internes. Elles étaient seules quand les soldats les ont trouvées. Sa mère lui a dit de courir et de se cacher. Quand elle est revenue, sa mère était morte et cette femme l'a trouvée. Mathilde sentit son cœur se serrer à cette confirmation de ce qu'elle soupçonnait déjà. Demandez-lui si elle sait à quelle bande son peuple appartient. Après quelques échanges supplémentaires, Plume Rouge hocha la tête. Elle dit qu'ils étaient avec le chef Membertou jusqu'à la mort de son père. Ensuite, sa mère est partie avec elle. Le lieutenant Valois se redressa. Cela confirme nos renseignements. Elle vient de la bande de Membertou. C'est une enfant qui n'a jamais, commença Valois, cherchant à justifier sa position. Mais il s'interrompit, réalisant peut-être la futilité de son argument face au regard inflexible du juge et de Mathilde. Alors qu'il se préparait à retourner à la ferme, désormais déclarée sûre par le capitaine, Mathilde remercia les merciers pour leur hospitalité. « Vous avez choisi un chemin difficile », observa Éléonore Mercier en étreignant Mathilde. « Mais c'est un chemin noble. Les choses qui en valent le plus la peine sont souvent difficiles, » répondit Mathilde en regardant Espérance porter avec soin ses quelques possessions vers la carriole qui attendait. Le juge Mercier tendit à Mathilde un document officiel. « Ordonnance de tutelle. Si quiconque remet en question votre droit d'élever cet enfant, qu'il soit blanc ou autochtone, montrez-leur ceci. » Mathilde glissa précieusement le papier dans son sac. « Merci ne semble pas suffisant. »« Alors ne me remerciez pas, » répondit-il. « Élevez-la simplement pour qu'elle comprenne les 2 facettes de son héritage. Peut-être qu'un jour, elle aidera à combler le fossé entre nos peuples. » Alors que leur carriole s'éloignait de la ville, Espérance pointa les montagnes au loin et prononça un mot dans sa langue, puis regarda Mathilde d'un air interrogateur. « Montagne » fournit Mathilde. « Montagne » répéta Espérance avec application, avant d'offrir à nouveau son propre mot. Mathilde tenta de prononcer le mot en langue autochtone, ce qui fit sourire Espérance pour la première fois. Un vrai sourire qui illumina son visage solennel. « Nous apprendrons ensemble », promit Mathilde, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Un mot à la fois.